sont là, les experts de 7h15 sur Europe 1 aux côtés de Wendy Bouchard. Absolument, ils vous informent en ce 22 décembre. Alexandre Carra, une révélation politique ce matin, plan de combat du côté de Nicolas Sarkozy. Emmanuel Dutheil, les bons chiffres du tourisme en France, on en parle. Alex Taylor, l'Europe à la une, le gouvernement grec qui présente une loi sur le mariage gay au Parlement. Et puis Nicolas Caro est là pour l'innovation, impression en 4 dimensions qui arrive bientôt. On n'arrête pas le progrès. Bonjour à tous messieurs. Bonjour Wendy. Soyez les bienvenus, les auditeurs sont à l'écoute et je vais commencer avec cette révélation politique, Alexandre, puisque nous parlions des primaires régulièrement, mais il pourrait y avoir début 2016 un nouveau point de crispation entre Nicolas Sarkozy et ses rivaux des Républicains. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Wendy. Le patron des Républicains l'a déjà annoncé, il a l'intention d'attribuer les investitures pour les législatives de 2017 dès juin 2016, c'est-à-dire un an avant les élections, et surtout, bien sûr, avant que la primaire ne désigne le candidat du parti. Mais pourquoi un an avant? C'est très tôt quand même. Officiellement, Wendy, pour faciliter la tâche des futurs candidats. En effet, les comptes de campagne doivent être pris en compte un an avant les élections. Mais derrière cette explication, les autres candidats à la primaire voient surtout une manœuvre de Nicolas Sarkozy pour récupérer le vivier des parlementaires et les transformer évidemment en soutien sarkozyste avant la primaire. Placer ses amis en quelque sorte. Exactement. Cette affaire, elle peut entraîner pour vous un nouvel affrontement au sein des Républicains. Ah oui, il n'y a pas de doute, Wendy. Sans aucun doute, dans l'entourage d'Alain Juppé, on a déjà annoncé la couleur. C'est aux futurs candidats issus des primaires de régler la question des investitures. Dans le cas contraire, ce sera un casus belli. Mais en réalité, l'inquiétude des adversaires de Nicolas Sarkozy vient plus du clientélisme électoral potentiel, du style « je te donne une investiture, en échange tu me soutiens à la primaire », que du risque réel de figer ces investitures. Parce qu'évidemment, une campagne législative, ça se fait dans la foulée d'une élection présidentielle, et les investitures pourront toujours être distribuées au printemps 2017. Mais à vous entendre, il est prêt à prendre ce risque, Nicolas Sarkozy. Il est prêt à prendre ce risque aujourd'hui, mais si vous voulez, c'est plus une manière de mettre la pression finalement et de rappeler qu'il est quand même aujourd'hui toujours le patron des Républicains. Bien, il est 7h16, Alex Taylor, nous sommes à l'écoute parce que c'est une réflexion sur le mariage gay qui commence au Parlement grec aujourd'hui et une réflexion d'importance. Oui, effectivement, je pense que vous l'avez remarqué, la Grèce a été un peu occupée ces derniers temps à rembourser ses dettes, mais il faut savoir que Tsipras avait promis des réformes de société dans le programme de Syriza, notamment le mariage gay. Alors, toute une polémique en ce moment, un évêque orthodoxe grec a enjoint la semaine dernière les fidèles à cracher sur les gays en public. Ce sont des monstres, je le cite. Mais au début du mois, un appel vibrant à Tsipras par le partenaire de 25 ans de l'un des acteurs les plus populaires du pays, qui venait de mourir, pour qu'il puisse avoir les mêmes droits, dit-il, que tout le monde. Donc c'est le vote aujourd'hui pour l'union civile qui devrait passer avec l'aide des centristes, l'aile d'oreille, l'extrême droite et les communistes sont contre. Et c'est l'occasion avec vous, Alex, de faire un point sur la situation du mariage gay, de l'union civile en Europe, parce que c'est très partagé. Oui, Wendy, il faut tirer en gros une ligne nord-sud le long du Rhin. À l'ouest, le mariage gay partout. Au centre, c'est l'union civile partout. L'Allemagne, par exemple, n'a pas le mariage car Angela Merkel est contre. Puis à l'est, c'est niet. 11 pays du continent européen ont le mariage, 24 l'union civile. En mai cette année, la Cour européenne de justice, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, 47 membres, y compris, c'est intéressant, la Russie homophobe, avait forcé l'Italie à créer un statut juridique pour les unions civiles, mais n'a pas statué sur le mariage en tant que tel. Mais c'est loin d'être le cas partout qu'on accepte le mariage, comme on vient de voir en Slovénie, qui est réputé comme être le pays le plus avancé en matière de droits de l'homme à l'Est et qui vient de voter ce week-end dans un référendum contre le mariage gay à 66%. Oui, voilà. Bien, on récapitule, 11 pays qui autorisent le mariage gay, dont la France. Tous les pays à l'ouest. Tous les pays à l'ouest, voilà. L'Islande, le Au Portugal, centre, l'Union civile. Et même l'Irlande récemment. Ouais, c'est ça, ils ont voté pour... Bien, merci pour cet œil éclairé. On va suivre ce débat qui s'annonce peut-être houleux au Parlement grec aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Emmanuel Dutheil, avec nous pour l'économie. Et cette bonne nouvelle, puisque c'est désormais certain, la France a connu cet été un record en termes de fréquentation touristique. Oui, de mai à septembre, la fréquentation touristique a progressé de près de 3%. C'est l'INSEE qui le dit. Tous les types d'hébergements en ont profité. Puis d'une certaine manière, tout ça, c'est grâce à nous, parce que ce sont les Français qui sont restés en vacances cet été
profiter chez nous en France, puisque la clientèle française a progressé de 4%. On est surtout allé à la plage, ça a surtout profité à la Bretagne, mais également au Pays de la Loire. C'est Alex Taylor qui fait la promotion Voilà. du tourisme français. Grave. Qu'amènent tous les Européens. Donc ça a bien marché en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Aquitaine. Je ne sais pas si Alex vous étiez dans une de ces 3 régions. Ça a aussi pas trop mal marché, en tout cas mieux à la montagne, principalement dans les Alpes. Alors toutes régions confondues. Si vous gardez en tête la carte des anciennes régions, est-ce que vous imaginez quelle région peut avoir connu le plus gros bond de fréquentation touristique cet été ? Moi, je le sais parce que j'ai allé c'est le Britannique à nouveau, mais Alors j'ai animé une convention à Besançon il y a quelques mois là-dessus. C'est la Besançon. Franche-Comté. Ah, bah, Voilà, bravo. c'est la Très Franche-Comté, sympathique. effectivement. Bravo. C'est la oui. Franche-Comté qui a connu une progression de 9% de ses nuitées. Alors, je suis allé voir ce matin le site touristique de la région qui se présente comme l'Éden aux nuances de bleu, de vert et de blanc. J'y ai appris notamment que c'est l'une des régions les plus vertes de France. Absolument. Il y a des magnifiques cabanes perchées à Besançon, et puis c'est pas loin, c'est à 2 heures de Paris en train. Ça fait rêver, ça c'est bon chiffre de l'été. Maintenant, la question pour les spécialistes du secteur, c'est de savoir si on va pouvoir réussir à sauver la fin de saison. Voilà, effectivement, parce que le tourisme là s'est effondré après les attentats. Les Japonais désertent la France depuis Charlie, puis c'est encore pire depuis le 13 novembre. C'est tendu aussi avec la clientèle américaine, c'est tendu également avec les Russes, mais là plus pour des raisons purement économiques. Mais petite lueur d'espoir, selon plusieurs acteurs du tourisme, il y a eu des réservations de dernière minute pour Noël, qui pourraient du coup un petit peu limiter la casse. Dans les couloirs d'Air France ou d'Aéroports de Paris, on laisse entendre que ce sera finalement moins catastrophique que ce que l'on a pu imaginer à un moment. Reste à savoir, bien évidemment, si la Franche-Comté va en profiter. Confiance. Merci Emmanuel. Oui, Il y a une Alex explication Cara. quand même qui n'est pas très heureuse non plus, c'est qu'il y a des vases communicants, puisque les Français ne vont plus tellement en vacances en Tunisie, Oui. au Maroc, Ouais, dans il tout le malade. bassin méditerranéen, et c'est pour C'est ça sûr que l'offre est beaucoup moins importante, qui plus est à ce genre de vacances où c'est plus compliqué souvent d'aller très loin, puisqu'on fête souvent quand même Noël encore en famille en France. Oui, Donc, mais on le redit à nos auditeurs, aller en Tunisie, c'est un pays magnifique et un pays ami. Il est 7h20, voici l'innovation. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Et Nicolas Caro qui nous emmène pour un bond dans le futur chaque matin. Vous nous expliquez aujourd'hui qu'on pourra programmer des objets. Qu'est-ce que ça veut Oui, dire ? alors pas des ordinateurs, parce que ça, on sait faire, c'est facile. Non, des objets, des tables, des chaises, des vêtements. On appelle ça l'impression 4D. C'est l'étape d'après l'impression 3D. Des chercheurs américains du MIT travaillent dessus depuis quelques années et ils ont présenté les avancées de leurs travaux la semaine dernière à Toulouse lors de la M-Tech, une grande messe consacrée aux nouvelles technologies. L'idée, c'est de concevoir des matériaux qui se comportent comme des robots, mais sans fil et sans moteur, qui bougent et qui se modifient simplement en s'adaptant à leur environnement. Ouais, comme si finalement ces objets devenaient intelligents. Oui, par exemple, les chercheurs fabriquent un bout de bois grâce à une imprimante 3D. Ils lui donnent une forme extrêmement précise. Ils intègrent ensuite dans ce morceau des petits sillons. Donc pour l'instant, vous obtenez une petite planchette. Mais quand vous la plongez dans l'eau, le bois se plie, se tord. Pas n'importe comment, il prend la forme imposée par les sillons et les possibilités sont multiples. Il peut se transformer tout seul en table, en chaise, ce que vous voulez. Et il suffit au départ de placer les bons sillons au bon endroit. C'est génial ça. Vous avez le pied de table. Faites attention. C'est le nouvel Ikea. La matière qui se transforme finalement. Exactement, ça marche aussi avec les chaussures. Alors toujours imprimé en 3D d'abord, à plat, dans un tissu et un plastique spécial. Il y a une vidéo sur internet, c'est vraiment magique. Lorsqu'elle sort de l'imprimante, elle prend sa forme toute seule et s'ajuste à la forme du pied de son propriétaire. Ce ne sont que des prototypes pour l'instant évidemment, mais ça marche. Et à terme, l'idée c'est que les chaussures puissent modifier leur forme en fonction de leur environnement, en fonction par exemple de la dureté du sol. L'idée toujours c'est que les matériaux s'assemblent eux-mêmes d'abord et s'adaptent tout seuls à leur environnement. Chaussures à son pied à Ça, proprement c'est parler. génial, parce que moi, je suis britannique et nous avons des formes de pieds très, très différentes. Je constate depuis que je suis en France, je n'ai jamais les chaussures à mon pied. Grâce à vous, Et vous je vais marchez à pouvoir- gauche. En plus. La 4D, c'est pour vous. Alors, Alex Taylor, finalement, fini les calvaires aussi pour confectionner ces meubles à la maison. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les objets deviennent vivants. Merci beaucoup. Merci, chers amis, pour ces experts d'Europe 1.